Aujourd'hui, nous allons parler alors d'un domaine passionnant, le grand rabbinat d'Israël. Alors, le grand rabbinat d'Israël, ça paraît quelque chose qui existe depuis la nuit des temps. Non. Le grand rabbinat d'Israël, c'est quelque chose de très, très moderne. C'est pas évident. Alors, pour cela, il faut faire une petite introduction. On pourrait dire sur la situation du monde du rabbinat Sfarad Ashkenaz en Eretz Israël, bien avant la création du grand rabbinat. On pourrait dire en deux mots, depuis la conquête de la terre d'Israël par les Ottomans en 1517, il va y avoir un statut spécial à la communauté juive. À Istanbul, Constantinople de l'époque, se trouve une grande communauté dans laquelle le sultan choisit un des grands rabbins de la communauté de Constantinople comme étant l'autorité juive suprême, le représentant des Juifs auprès de la porte sublime. Okay ? Cette autorité s'appelle, dans le langage ottoman, le Chacham Bashi. Le Chacham Bashi, c'est donc le Chacham juif, l'érudit, Bashi principal. Donc le grand érudit juif qui est le représentant des Juifs s'appelle le Chacham Bashi, il est à Istanbul. Avec le temps, les Ottomans reconnaissent également que la communauté juive de Jérusalem est une communauté importante parce qu'elle est à Jérusalem, et ils vont également nommer, en fait, dans chaque ville, pas qu'à Jérusalem, sera nommé également un rabbin dans chaque grande communauté juive qui sera le représentant et qui est le Chacham Bashi local. Le Chacham Bashi de Jérusalem a un surnom qui est le Rishon LeZion, d'après un verset du prophète Isaïe, le Rishon LeZion, en français, le primat de Sion. Autrement dit, du point de vue légal, il est beaucoup moins important que le Chacham Bashi principal, qui lui est le représentant de tous les Juifs. Mais le Chacham Bashi de Jérusalem est le Rishon LeZion, et vu que c'est Jérusalem, la ville de la sagesse, la ville sainte, il y a un aura spécial au Rishon LeZion. Dans beaucoup de communautés juives, en tout cas du Moyen-Orient, on se tourne vers le tribunal rabbinique Sfarad de Jérusalem et vers le Rishon LeZion pour poser leurs questions et leurs avis. Et donc, c'est cette autorité, le Rishon LeZion, qui va devenir, on pourrait dire quasiment par force des choses, ce qu'on pourrait appeler l'autorité rabbinique principale des rabbins du monde Sfarad d'Eretz Israël, puisque nous savons qu'il y a quatre grandes communautés juives en Israël, à Jérusalem, à Hébron, à Safed, à Tibériade, mais on reconnaît en général dans le monde Sfarad que l'autorité de Jérusalem a une sorte de priorité, bien que souvent, surtout avec le Rabbi Meir Aboulafia, des grands rabbins Sfarad qui étaient à Tibériade, les Juifs de la Galilée se contentaient d'aller voir le rabbin de Tibériade et pas forcément d'arriver à Jérusalem pour poser leurs questions. Mais de façon générale, le Rishon LeZion, on pourrait dire, s'il fallait nommer quelqu'un, on pourrait dire le rabbin avec le plus d'aura en Eretz Israël. Qu'est-ce qui se passe dans le monde ashkenaz ? En fait, le monde ashkenaz prend du temps à se former, mais comme la plupart des Juifs ashkenaz, quand le monde ashkenaz qui existait, mais commence vraiment à prendre de l'ampleur suite à l'Aliyah des Chassidim en 1777, et l'Aliyah des élèves du Gaon de Vilna en 1808-1811, va commencer à y avoir une communauté ashkenaz qui va devenir très importante, qui va même après à Jérusalem et à Tzfat dépasser la communauté sfarade. Mais la communauté ashkenaz d'Israël, en général, est sous le protectorat de différents consulats européens, russes, britanniques après, prusses, autrichiens, et donc ne sont pas des sujets ottomans. Ils ne veulent pas devenir sujets ottomans parce que le monde ottoman transforme les juifs en un statut de dhimmi qu'on pourrait appeler comme étant quelqu'un de très diminué par rapport aux musulmans. Donc les juifs ashkénazes, surtout lituaniens, font tout pour être citoyens européens en Eretz Israël, donc ils n'ont pas une position officielle par rapport au gouvernement ottoman, qui ne reconnaît pas cette population ashkénaze comme étant une population juive, on pourrait dire homologuée par rapport à la porte sublime. Donc, même quand il y a une communauté ashkénaze importante, le pouvoir religieux est dans la main de la communauté sfarade, qui est ottomane et qui a donc un Chacham Bashi et un statut juridique légal. Tout cela va changer complètement après la conquête de la terre d'Israël par les Anglais en 1917 et surtout après le congrès de San Remo qui en 1921 donne le mandat
politique internationale sur l'État d'Israël aux mains du gouvernement britannique qui va envoyer un dirigeant, ce qu'on appelle en hébreu le Natsif à Elion, donc le représentant du gouvernement britannique, le gouverneur d'Israël. Le premier gouverneur est juif, il s'appelle Herbert Samuel. Il arrive en Eretz Israël et il voit qu'il y a une communauté ashkénaze très importante mais qui n'est pas organisée, et une communauté sfarade qui, aujourd'hui, légalement, il n'y a plus d'empire ottoman, Israël n'est plus partie, n'est pas soumise au gouvernement turc indépendant qui s'est développé à partir de 1923. Donc, il y a deux communautés importantes, mais en fait, n'ont pas de statut juridique, et cela fait des problèmes. Il y a des cours rabbiniques, mais le mandat britannique aime l'ordre, les Anglais aiment que sous le protectorat et sous le mandat britannique, les choses soient très bien organisées. Ils veulent également que les communautés religieuses diverses, pas que juives, soient reconnues officiellement par le régime mandataire. Et donc, en 1921, Herbert Samuel, avec également les dirigeants juifs locaux politiques, qui sont les dirigeants du mouvement sioniste qui est en train de prendre de plus en plus d'ampleur, va décider donc de créer un organisme qui va devenir ce qu'on va appeler plus tard le Grand Rabbinat d'Israël. Qui choisir pour diriger ce Grand Rabbinat d'Israël? Première compréhension d'abord, il faudra qu'il y ait deux grands rabbins. Un grand rabbin ashkénaze et un grand rabbin sfarade, puisque ce sont, même que dans le monde ashkénaze, il y a des divisions, etc., chassidim, mitnagdim et hongrois et compagnie, mais en gros, c'est quand même un monde qui a sa logique et son monde de jurisprudence tel qu'on l'a vu dans pas mal d'émissions, et le monde sfarade, qui est quand même un monde centenaire en Israël, et qui a sa tradition de grands rabbins, avec le Chacham Bashi, le Rishon LeZion, etc. Donc d'abord, il faut choisir deux personnes. Qui on va choisir? Et là, ça commence à devenir intéressant. Puisque Herbert Samuel veut créer un organisme, mais un organisme qui ne soit pas uniquement un grand rabbinat pour les juifs religieux. Nous sommes en 1921, il y a eu plusieurs mouvements d'Aliyah avec des juifs sionistes, certains même communistes, qui ne sont pas forcément religieux, certains même ne sont pas du tout religieux. Ils veulent donc créer un grand rabbinat qui soit accepté par tout le monde et qui représente le judaïsme, pas uniquement dans son aspect purement religieux et yeshivique, mais également donc une autorité rabbinique acceptée par tout le monde, et surtout également par les juifs séculaires et par les dirigeants sionistes. Donc déjà, cela va créer déjà une tension avec certains milieux juifs orthodoxes, principalement ashkénazes, qui sont anti-sionistes depuis le début, qui sont là depuis longtemps, ça s'appelle les Yishuv, des juifs qui sont très respectables, mais qui n'adhèrent pas du tout à la vision du mouvement sioniste, parce qu'effectivement, c'est un mouvement qui n'est pas religieux. Donc déjà, la création du grand rabbinat, par définition, est déjà sujet à problème, et donc Herbert Samuel, avec une commission qui devra élire les grands rabbins, aura plusieurs discussions. D'abord, il y a une décision, après énormément de négociations très âpres, que le corps qui va nommer, qui va élire les grands rabbins, va composer 2/3 de rabbins et 1/3 de représentants politiques du Yishuv, donc de l'établissement juif en Eretz Israël. Donc déjà, ça a mis beaucoup de polémiques. Les sionistes voulaient qu'une majorité des électeurs soient séculaires, le monde rabbinique s'est opposé complètement, donc il va y avoir un corps qui sera donc le collège électoral, donc 2/3 de rabbins et 1/3 de politiciens, dirigeants de communautés, etc. Et la question est qui nommer? Et là, nous allons parler d'une personnalité hors pair, qui déjà depuis de longues années est considérée comme étant, on pourrait dire, le maître spirituel ashkénaze Eretz Israël. Et je parle évidemment du grand rabbin Abraham Isaac Cohen Kook, qui sera élu comme étant le premier grand rabbin ashkénaze Eretz Israël. C'est qui ce rabbin Abraham Isaac Cohen Kook? Le rabbin Kook est né en 1855 en Lituanie, d'une famille de grands érudits, et sera un élève de la fameuse yeshiva de Volodjine, yeshiva qui a été établie par Rabbi Chaim de Volodjine, le grand élève du Gaon de Vilna. Le Rav Kook est un enfant génie, également, qui étudie une quantité de pages talmudiques absolument incroyables quand il est élève de Rabbi Naftali Tzvi Yehuda Berlin, celui qui est à la tête des yeshivas de Volodjine, et jeune sera déjà nommé rabbin d'une communauté assez importante de Bosk. Ce rabbin, Abraham Isaac Cohen Kook, est un érudit hors norme, talmudiste du plus haut niveau,
décisionnaire, qui est déjà jeune et déjà rabbin, mais également kabbaliste. Il étudie la Kabbale avec le plus grand kabbaliste ashkénaze de leur génération, le rabbi Shlomo Eliashiv, grand-père du fameux Rav Shalom Yosef Shalom Eliashiv, très connu de tous les Juifs d'Israël. Rabbi Shlomo Eliashiv est le grand maître de la Kabbalah qui a écrit une série de livres qui s'appelle Leshem, Shevo, V'Achlama. Le Rav Kook, étant très jeune, il a à peine une trentaine d'années, étudie la Kabbale, et également quelqu'un qui est un très grand philosophe, érudition générale absolument incroyable, vraiment un digne disciple des élèves du Gaon de Vilna. Il va dans la lignée du Gaon de Vilna, il se sent très proche du Gaon de Vilna. C'est le premier qui va écrire un commentaire sur le commentaire du Gaon de Vilna sur le Shulchan Aruch, le livre Ber Eliyahu sur les commentaires du Gaon de Vilna sur le Choshen Mishpat. On a affaire à un Talmid Chacham, un érudit hors norme, très proche du Chafetz Chaim, il est beaucoup plus jeune que lui, mais que le Chafetz Chaim voit également en lui un collègue, puisque le rabbin Kook est Cohen, est prêtre, et va également adhérer à cette étude des sacrifices que le Chafetz Chaim avait tant voulu. Donc on a une personnalité absolument exceptionnelle, mais ce qui est caractéristique le plus, le rabbin Abraham Isaac Kook, c'est un amour d'Israël extraordinaire, on pourrait dire chassidique. Il a une âme chassidique, sa mère vient d'une famille affiliée à la Chassidut Chabad, donc le rabbin Kook vit un peu tous les milieux, a une âme chassidique dans un corps lituanien et un amour brûlant pour la terre d'Israël. Et le grand rabbin Kook attend la première occasion de pouvoir venir en Israël. Elle va se poser en 1904. En 1904, la communauté juive de Jaffo, le grand rabbin Naftali Sfirz de Jaffo Ashkenaz décède, et cette communauté de Jaffo, qui est donc une communauté basée sur différents moshavot, des implantations agricoles, demande au rabbin Kook de faire son aliyah et de venir en Eretz Israël. Le Rav Kook accepte avec enthousiasme, alors que beaucoup de rabbins lituaniens lui supplient de rester en lituanien. Il s'est marié avec la fille du grand rabbin de Ponevich, le Rav Kahneman, mais le Rav Kook, en 1904, arrive en Israël et va devenir donc le rabbin de Jaffo et de toute implantation agricole. Il aura affaire au problème de l'année sabbatique avec les employés du baron de Rothschild. Le Rav Kook devra se mêler d'énormément d'affaires extrêmement complexes à Jaffo, mais il est reconnu par tout le monde comme étant un érudit hors norme. Il va créer à Jaffo une yeshiva, Torah Omlacha, dans laquelle des jeunes vont étudier la Torah, mais vont également apprendre un métier. Il va envoyer son fils, Rabbi Tzvi Yehuda Cohen Kook, l'année des génies dans tout Eretz Israël pour apprendre auprès de lui à Jaffo. Il aura 10 élèves, tous des génies qui vont apprendre la Torah, la Kabbale, l'arabe, l'anglais, l'italien, le français, les mathématiques. Un de ces élèves est connu dans le judaïsme français, c'est le célèbre Monsieur Shoshani, ce mystérieux Monsieur Shoshani, qui en fait est un élève de Rav Kook, qui après va changer son nom à cause de la guerre, et qui va devenir le Monsieur Shoshani, le maître spirituel d'Emmanuel de Vinas, le maître spirituel de beaucoup de très très grands penseurs juifs contemporains qui sont passés par lui, entre autres Elie Wiesel, André Neher a étudié chez lui, et beaucoup d'autres personnes. Élève de Rav Kook. Le Rav Kook est une autorité exceptionnelle qui, à un moment donné, sera coincé dans la Première Guerre mondiale parce qu'il était en Europe et va devenir pendant 3 ans le rabbin de la communauté orthodoxe de Londres. Mais à première occasion, après la fin de la Seconde Guerre mondiale, de la Première Guerre mondiale, excusez-moi, le Rav Kook rentre de retour en Eretz Israël, il revient à Jaffo, mais en 1919, d'un accord, tous les rabbins de Jérusalem, à part 2, on pourrait dire 95% des rabbins de Jérusalem décident que le Rav Kook est celui qui est digne de devenir le grand rabbin de la ville de Jérusalem. Il l'invite à venir à Jérusalem et en 1919, le grand rabbin Abraham Yitzhak Cohen Kook devient le rabbin ashkenaz de Jérusalem avec 2 rabbins qui s'opposent à lui. Le Rav Yosef Chaim Sonnenfeld et le Mari Diskin, qui sont 2 opposants, qui voient en lui quelqu'un beaucoup trop proche du mouvement sioniste. Ce sont des rabbins d'origine de Brisk et hongroise, qui auront quelques disciples très zélotes, qui vont faire beaucoup de tort au Rav Kook, mais le Rav Kook est reconnu dans tout Eretz Israël comme étant un érudit, un kabbaliste, un juif, un tzaddik. Tout le monde accepte son autorité. Donc, quand en 1921, Herbert Samuel décide de la création du grand rabbinat d'Israël, tout le monde est d'accord. Et également le mouvement sioniste, qui voit dans le rabbin Kook quelqu'un qui est capable de faire un pont
entre le monde religieux et le monde séculaire, comme étant l'autorité suprême qui est capable de devenir grand rabbin d'Israël. Et donc, le rabbin Abraham Yitzhak Koun devient le premier grand rabbin ashkénaze d'Eretz Israël, on pourrait dire depuis la nuit des temps, puisque le monde ashkénaze est un monde relativement moderne. Dans le monde sfarad, sera nommé Rabbi Yaakov Meir. Le Rav Yaakov Meir est un très grand Talmid Chacham, qui est né un peu avant, il est né également en 856, donc contemporain de Rav Kook, évidemment, décédé en 1938. À un moment donné, il a même été Rishon LeZion, mais également, il y a eu des mouvements extrémistes opposés à lui, parce que le Rav Yaakov Meir est également quelqu'un très proche du mouvement sioniste. Un Talmid Chacham érudit exceptionnel, qui après va devenir rabbin de Salonique, va revenir en Eretz Israël et sera nommé grand rabbin d'Israël, également comme le Rav Kook, une personne remarquable, qui parle un hébreu de très haut niveau, qui va devenir un des fondateurs du mouvement pour l'apprentissage de l'hébreu dans toutes les écoles, qui après va devenir l'Académie israélienne de la langue hébraïque. Donc le Rav Yaakov Meir, on pourrait dire très proche dans beaucoup de convictions idéologiques de Rav Kook, et les deux seront nommés en 1921 les grands rabbins d'Israël, alors que le Rav Yaakov Meir a le titre supplémentaire de Rishon LeZion, primat de Sion, titre qui reste encore de l'époque ottomane. Et d'ailleurs, les grands rabbins sfarades sont habillés, ont un uniforme qui est l'uniforme qu'avaient les Chacham Bashi de l'époque. Et jusqu'à maintenant, aujourd'hui, dans les cérémonies officielles, le grand rabbin sfarade est habillé avec les uniformes du Chacham Bashi. Donc, sera créé le grand rabbinat d'Israël. Les Anglais exigent que, en parallèle de la création du grand rabbinat, soit créée également une cour suprême, le Supreme Court, exactement dans la tradition juridique britannique, une Supreme Court qui sera capable d'être ce qu'on appelle en hébreu Abedin Agadol Yerurim, un cours de tribunal qui est capable en fait de pouvoir remettre en cause des décisions prises par des tribunaux rabbiniques d'instances moins importantes. C'est un domaine qui n'est pas clair dans le monde de l'halakha. En général, une décision rabbinique ne peut jamais être remise en question, mais suite à une pression anglaise, plusieurs grands rabbins, dont les grands rabbins nommés, pensent qu'on peut créer une cour suprême également dans le monde rabbinique, et sera donc créé le Bedin Agadol, dans lequel vont siéger les plus grands juges rabbiniques en Israël. Sera créé également, pour soutenir en quelque sorte en parallèle avec les deux grands rabbins d'Israël, une commission, qu'on appelle en hébreu la Moïset Arabut Rashit, la commission du grand rabbinat, qui va comporter au début 6 membres, aujourd'hui c'est 10 membres, qui sont des grands rabbins de ville, et également moitié Sfarad, moitié Ashkenaz. C'est-à-dire l'équilibre entre Ashkenaz et Sfarad est toujours respecté, et les deux grands rabbins d'Israël, à tour de rôle pendant leur fonction, un est le président de la Cour suprême, et l'autre est le président de la commission, et des fois cela change. Donc, et ce qui est remarquable, si on regarde l'histoire du grand rabbinat ashkénaze, c'est que le monde chassidique, en général, vu la tradition chassidique, qui a un Rebbe, qui a un Admour, etc., ne reconnaît pas, en tout cas ne veut pas participer au grand rabbinat d'Israël. Tous les grands rabbins d'Israël, en tout cas, on pourrait dire pendant les 70 premières années qui ont forgé et qui ont créé la concept du grand rabbinat d'Israël tel qu'on le connaît, ont tous été lituaniens. Je citerai donc le successeur du Rav Kook, c'est le Rav Yitzhak Herzog, grand-père du président actuel Yitzhak Herzog, qui a pris de son nom, qui est le second grand rabbin. Nous avons après le Rav Issar Unterman, qui lui également est d'origine lituanienne, et ensuite nous aurons le Rav Shlomo Gorovitch, qui était un des plus grands élèves de la yeshiva de Hebron, lituanien, qui va être remplacé par le Rav Abraham Elkana Shapira, à la tête de la yeshiva de Merkaz Harav, créée par le Rav Kook, et qui lui également étudiant de Hebron et vient du monde lituanien. Tous les grands rabbins ashkenazes qui ont forgé la rabbanout harashite sont tous lituaniens. Les chassidim, quasiment, ne font pas partie du monde du grand rabbinat, pour différentes raisons, mais surtout pour des raisons, pour dire quasiment idéologiques, fondamentales dans la vision chassidique. Dans le monde sfarad, nous avons des très grands noms qui vont succéder au Rav Yaakov Meir, le Rav Ben Sion Meir Chaz Uziel, rabbin extrêmement important, qui a écrit des dizaines de livres, donc collègue du Rav Herzog. Nous aurons appelé le Rav Yitzhak Nissim, son fils, Moshe Nissim, un des grands membres du Likoud, était ministre de la Justice et lui-même également un Talmid Chacham. Ensuite, grand rabbin d'Israël, une des personnalités juives les plus connues de notre génération, le grand rabbin Ovadia Yosef, qui sera grand rabbin d'Israël de 1972 à 1983,
après un des membres fondateurs du parti politique Sfarad Shas, le grand rabbin Ovadia Yosef, auteur de dizaines et de dizaines de livres, qui est très connu pour son opinion claire au niveau de l'halakha, qu'il faut continuer la lignée de Rabbi Yosef Karo, s'oppose à faire pénétrer la Kabbale dans la halakha, donc écrit pas mal de livres dans lesquels il n'est pas d'accord avec l'opinion de Rabbi Yosef Chaim de Bagdad. En tout cas, le célèbre grand rabbin Ovadia Yosef, qui sera remplacé en tant que grand rabbin par le moins non célèbre, le grand rabbin Mordechai Eliaou, qui lui par contre est irakien mais fait partie de la lignée du Ben Ishraï, qui est proche parent d'ailleurs, sa mère était proche parent du Ben Ishraï, son père Rabbi Saliman Eliaou, qui était un très grand kabbaliste, était un élève également donc du Ben Ishraï, donc une famille proche et dans lequel le rabbin de Chaim lui va lui intégrer la halakha du Ben Ishraï. Nous voyons les grands rabbins d'Israël sont les plus grandes autorités et dans le monde ashkenaz, le monde Sfarad, vont créer cette nouvelle vie du judaïsme. Tout est beau, mais quand même il faut bien comprendre que dès la création du grand rabbinat d'Israël, comme on avait dit, il y a une opposition virulente d'une minorité de rabbins ashkenaz, avec à la tête le rabbin Joseph Chaim Sonnenfeld, qui vont décider de créer une communauté indépendante qui va s'appeler la Eda Acharidite, la communauté orthodoxe, on appelle ça, on pourrait dire la communauté de ceux qui craignent Dieu, la Eda Acharidim, qui va devenir une communauté qui va créer ses propres institutions. Et d'ailleurs, celui qui est le président de le Nassi, la Eda Haridit, en hébreu on appelle le Nassi Haridit, en anglais c'est marqué Chief Rabbi of Jerusalem. C'est-à-dire, ils se disent en fait, nous sommes un rabbinat alternatif, c'est nous qui sommes le vrai rabbinat d'Israël. La Eda Haridit a sa propre institution. Elle a sa cour rabbinique à elle, ce qu'on appelle le Ben Din Sedek de la Eda Haridit, le Bada de la Eda Haridit. Elle aura sa propre norme dans les domaines de la cacheroute. Elle aura le grand rabbinat, elle aura sa cacheroute à elle, elle aura également son monde rabbinique à elle, et donc la Eda Haridit est une communauté orthodoxe en concurrence avec le grand rabbinat d'Israël. Uniquement pour terminer, un point très important au niveau, on pourrait dire, historique, mais également géopolitico-religieux. Lors de la création du grand rabbinat d'Israël, le Rav Kook ainsi que le Rav Yaakov Meir ont vu dans le rabbinat pas uniquement une fonction religieuse d'être des fournisseurs de services religieux dans les domaines conjugaux, cacheroute, etc., mais quelque chose de beaucoup plus important, d'être une autorité reconnue par tout le peuple d'Israël comme étant ceux qui vont amener la Torah au sein de l'établissement juif d'Eretz Israël, mais voyant venir également une future création d'un État indépendant comme étant une autorité qui saura influencer cet État juif à devenir un État le plus proche du monde religieux. Donc le Rav Kook voit dans le grand rabbinat d'Israël également l'opportunité de créer un véritable pont entre tous les juifs et surtout d'avoir, on pourrait dire, une approche du judaïsme, de la Torah, tout en gardant les normes orthodoxes, avec une influence profonde au sein de toute la population juive d'Eretz Israël, et qui après sera également une sorte de grand Sanhedrin pour le monde juif dans son entier. Les dirigeants sionistes, eux, n'ont pas vu ça de ce même œil. Eux, ils voyaient la rabbanout, le grand rabbinat d'Israël, comme étant un fournisseur de services religieux, et surtout qu'il ait le moins d'influence sur des décisions politiques, et certainement pas représentant dans aucun domaine lié aux relations internationales, et en tout cas au statut juif par rapport aux représentants mandataires, etc. Donc, évidemment, la Eda Haridit, qui, elle, était mise de côté dès le départ, et qui d'ailleurs s'est voulu être marginale et indépendante de tout ce côté sioniste. Ce qui fait qu'en fait, ces deux visions du grand rabbinat d'Israël, qui au début seront un peu mitigées, c'est-à-dire le Rav Kook aura pas mal, et le Rav Yaakov Meir auront pas mal de succès, effectivement, le grand rabbinat aura une certaine position plus importante. Le Rav Kook est quelqu'un qui, même pour beaucoup de milieux sionistes, est très important, puisque c'est lui quand même qui sera vraiment pas uniquement un pont, mais sera quelqu'un qui, grâce à son approche de grand amour par rapport aux pionniers, permettra également au mouvement sioniste de pouvoir également se promouvoir dans des milieux religieux dans la diaspora. Donc la position du rabbin Kook est très importante. D'un autre côté, sans vouloir également donner trop de pouvoir au grand rabbinat. Donc, et plus les conflits que le Rav Kook aura avec la Eda Haridit et différentes personnes feront que la vie du Rav Kook n'est pas tout à fait évidente. Il aura beaucoup d'opposants. D'un autre côté, il est reconnu vraiment par quasiment toute la population juive d'Eretz Israël comme étant l'autorité suprême et reconnu par tout le monde comme étant celui qui est capable vraiment de faire la paix entre tout le monde. Et ces deux visions du grand rabbinat, eh bien, elles sont actuelles jusqu'à nos jours.
il est évident que le monde religieux, surtout le monde religieux sioniste, qui est continu et perpétue dans le monde ashkénaze la tradition du Rav Kook, donc toutes ces élèves, toutes ces yeshivot qu'on a aujourd'hui, Merkaz Arabe, les yeshivot SDR, les yeshivot qui sont en collaboration avec l'armée, dans lesquels les élèves font moitié armée, moitié yeshiva, et tout ce mouvement religieux sioniste qui après s'est implanté après en Judée-Samarie, dans la bande de Gaza, après la guerre toujours tout ce mouvement essaye effectivement, voit dans le grand rabbinat d'Israël, en tout cas dans la lignée du Rav Kook, ce moyen de pouvoir avoir une influence religieuse au sein de l'État d'Israël, au sein donc de tous ces différents membres qui voient dans le sionisme un retour à la terre. D'un autre côté, nous avons également l'opposition orthodoxe, qui n'est pas seulement celle du monde des Haridit, mais de différents partis orthodoxes qui sont à la Knesset, moins extrémistes que les Haridit, mais qui d'un autre côté ne voient pas tellement dans le grand rabbinat d'Israël la source de la suprématie juive, ils voient dans leur maître à eux les grands rachis yeshivot lituaniennes, et les décisionnaires lituaniens qui ne sont pas forcément membres du grand rabbinat, ceux qui sont leurs maîtres. Donc ce conflit concernant la position du grand rabbinat d'Israël est actuel. Mais une chose qu'il faut comprendre, sans la création du grand rabbinat d'Israël, l'État d'Israël aujourd'hui ne serait absolument pas ce qu'il est. Surtout, l'État d'Israël est un État juif et démocratique, dans lequel les lois concernant le statut conjugal, donc les lois du mariage, du divorce, la cacheroute qui est aujourd'hui obligatoire dans tous les milieux officiels, le fait que l'armée est respectueuse des lois du Shabbat, les lois de la cacheroute et permet à tout soldat religieux de pouvoir être dans un cadre qui lui correspond, tout cela est dû à la création du grand rabbinat d'Israël, qui a été fondamentale, on pourrait dire, pour la survie et pour la continuation d'une influence religieuse par des maîtres qui respectent un judaïsme orthodoxe au sein de l'État d'Israël séculaire. Évidemment, cette discussion est valable jusqu'au jour dans les milieux politiques, avec certains partis qui essaient de séparer la religion et l'État, et on pourrait dire la majorité des juifs traditionnalistes et religieux qui sont la majorité des juifs, qui eux, quand même, essaient de continuer d'avoir une attitude positive. Donc, cette création du grand rabbinat a été fondamentale, majeure, et fait partie intégrante de l'État d'Israël et de ce retour à Sion, de cette restruction du peuple juif après toutes les épreuves de la destruction de la Shoah.